Salut et bienvenue dans Ça tourne par rond, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez. Quelles que soient vos interrogations dans votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même, vous les partagez avec nous et Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, tentera d'y répondre. Bonjour Mardi Noir. Bonjour Christophe. Aujourd'hui, une question de Marine. Cher Mardi Noir, j'aimerais beaucoup entrer en analyse, mais avant de le faire, je me suis un peu renseigné et j'ai l'impression que les psys ramènent tout au sexe. C'est pas que je n'ai pas envie de parler de sexe, mais n'est-ce pas un peu réducteur, nous écrit-elle. Alors c'est vrai, un Mardi Noir, que dans les représentations collectives, Freud égale complexe d'Oedipe égale sexe. C'est vrai aussi qu'on n'a pas forcément envie de payer plusieurs dizaines d'euros par semaine pour s'entendre dire qu'au fond, tous nos problèmes viendraient peut-être du fait qu'on a envie inconsciemment de faire l'amour à maman ou à papa, qu'on est un pervers qui s'ignore, ou que si on n'arrête pas de fumer, c'est parce qu'on est en recherche peut-être d'un phallus symbolique, ou que sais-je encore. Je vais être honnête Christophe, vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur une psychanalyste un peu timbrée qui vous sortirait pleine d'emphase. Oui, votre crainte des portes du métro qui se referment violemment. Au fond du fond, ne serait-ce pas la peur de votre propre anus, de l'abéance intrinsèque de votre être? Vous supputez sans doute que quiconque pourrait y entrer sans ticket, et donc sans permission. Je vous l'accorde, c'est un peu caricatural, mais c'est pas si con. Bon, écoutez, vous allez nous expliquer pourquoi, mais avant, je pense qu'il faudrait qu'on fasse peut-être une recontextualisation des théories freudiennes. Je me souviens que dans la biographie écrite par Zweig, on voit que ces théories émergent dans un moment bien précis de l'histoire. Alors en effet, on est au 19e siècle dans une société ultra-puritaine. On ne parle pas de cul, de sexe, et pourtant c'est comme si tout tournait autour de ça. En fait, c'est tellement réprimé et fantasmé que forcément les conflits concernent le domaine sexuel. À défaut d'écouter les patients, on soigne le mal par le mal. Faut bien se rendre compte qu'on est encore à penser qu'il faut maintenir les utérus des hystériques avec des poids pour les soulager de leur crise de folie. Il y a même un médecin en Angleterre qui invente le premier vibromasseur. Oui, parce qu'on masturbe médicalement les femmes, ça se fait en cabinet, c'est censé calmer les douleurs nerveuses. Sauf que les doigts, c'est pas pratique, ça met trop de temps et c'est pas assez efficace. Donc, pas mal de machines font leur apparition dans les années 1880, mais c'est celle du docteur Joseph Mortimer Granville qui fait fureur, et cet outil s'appelle en toute modestie le marteau de Granville. Je ne sais pas si vous avez vu le film Oh My God, qui rend de l'amour ce moment de l'histoire de la médecine. Les femmes se pressent au cabinet du docteur Granville pour obtenir leur moment de jouissance hebdomadaire. Mais comme le souligne un article de Libération, du côté des faits, ce médecin préférait masser les hommes avec, plutôt que de son propre aveu, se laisser berner par des femmes en quête de plaisir. Donc on est sur un programme un peu différent. Alors voilà, c'est une époque qui se cherche. Et Freud, dans ce contexte particulier, il propose une définition élargie du sexuel. Donc lui, il élargit la définition, à défaut d'élargir les orifices de ses patientes. Il s'éloigne de l'équipe premier degré et va montrer comment les manifestations corporelles peuvent trouver un sens symbolique. C'est ça le sexuel. Donc finalement, il ramène quand même tout au sexe. Oui, certainement, on parle de sexuel. Mais c'est donc bien une définition élargie du sexuel, que Freud d'ailleurs appelle libido. On pourrait dire aussi énergie vitale, mais ce serait moins subversif. Ça ferait un peu trop développement personnel, ça nomme moins la chose qui fait problème. Puisque, effectivement, le problème concerne le sexe. Et puis ça oublie aussi le caractère mortifère de ce sexuel, qui parfois va bien au-delà du principe de plaisir. Freud part de l'hypothèse que nous n'avons pas d'instinct, mais des pulsions. L'instinct, c'est bête comme tout. J'ai faim, je mange, j'ai sommeil, je dors, je dois reproduire mon espèce, je trouve un partenaire et hop. En fait, ça n'a rien d'humain. Nous, ce qui nous caractérise, c'est que cet instinct est perverti par le langage et c'est ce que Freud appelle pulsion. Je vous donne un exemple. J'ai constamment besoin d'avoir quelque chose dans la bouche. Quasi tout le temps. Pourtant, je n'ai pas faim, mais c'est comme ça, j'ai besoin de stimulation orale. Comme je n'ai pas d'organe génital sous la main et que de toute façon, ce serait pas très pratique dans la vie de tous les jours pour des raisons évidentes de bienséance, je comble ma bouche d'une cigarette électronique, d'une bière, de chocolat ou autre, que sais-je. Alors, est-ce que c'est le sein qui me manque ? Tiens, revoilà le côté caricatural de la psychanalyse. Mais c'est quoi le sein ? C'est maman. C'est ce premier humain qui m'aime. C'est à chaque fois que je demande de l'attention, hop, on me colle un sein ou un biberon dans la bouche et je défaille de plaisir. Bref, on pourrait dire que je suis continuellement en demande d'amour et maintenant j'y réponds avec des artifices nicotiniques.
Je dirais même que j'ai sans doute dépassé le côté mortifère de cette demande d'amour perpétuelle, mais par habitude, j'ai gardé ma tétine. On se réconforte comme on peut. Et tiens d'ailleurs, puisqu'on est dans le sujet, en parlant de seins, comment font les mères pour séparer psychiquement les tétés de leur bébé des tétés de leur partenaire ? Est-ce que c'est pervers de se poser la question ? Non, parce que même si je me doute que beaucoup de mères me diraient « non mais ça va pas, j'y avais jamais pensé », comment ça se fait que moi j'y songe constamment et que vos partenaires aussi, très certainement ? Là, on a un bon exemple de sexuel élargi. Attendez, ce que vous voulez dire, c'est que toutes les tétées sont sexuelles, celles du bébé comme celles du ou de la partenaire ? Oui, la plupart me diront que donner le sein à son bébé n'est pas sexuel. Sauf que le bébé, lui, ne fait pas la distinction entre le plaisir de sucer et le fait que c'est fondamental d'être nourri. Ce bébé, un jour, sera adulte et têtera peut-être des seins qui ne donnent pas de lait. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de frontière à proprement parler, mais un continuum dans lequel nous posons des limites, même inconsciemment, pour ne pas tout mélanger et devenir dingue. N'empêche que ça nous travaille. Je suis sûre que certaines mères allaitantes refusent que leur partenaire s'approche de leur sein durant cette période, et d'autres, au contraire, jouissent d'avoir d'un côté bébé et de l'autre leur mec. Chacun se débrouille comme il peut avec ses représentations. Donc finalement, on parle quand même beaucoup de sexe, mais il y a le sexe et le sexuel de Freud qui n'a pas grand-chose à voir avec le sexe tout court. Oui, le sexuel, c'est tout un système. Ce n'est pas juste une bête excitation pénienne ou vaginale. C'est un certain rapport à l'autre, à l'objet, oral, comme on vient de le voir, mais aussi anal. Bon, rester, c'est là que ça va devenir amusant, car si se remplir est source de jouissance, retenir peut l'être à bien des égards. Qui n'a jamais attendu le moment de lâcher l'étron ? Il est là, bien sage, bien gonflé dans votre rectum. Vous savez que vous pouvez aller à la selle maintenant, mais vous le gardez encore un peu avec vous. Non ? Vous faites pas ça ? Bah essayez. Écoutez, non, mais on va essayer. En tout cas, j'ai l'impression que tout ça nous renvoie au stade anal, théorisé par Sigmund Freud. Le stade anal, c'est quand l'enfant décide entre donner ses selles comme un cadeau aux parents ou au contraire, les retenir pour ne pas répondre à leurs demandes, bref, les emmerder. Exactement. Et je peux encore élargir cette proposition. Certains regardent leurs économies augmenter, mettent de côté leurs pièces jaunes, année après année, repoussent le moment de les emmener à la banque pour les voir se déverser dans la machine. Et puis, on peut aussi encore aller plus loin. On peut être avare de mots, de compliments, ou au contraire s'écouter parler des heures comme une litanie douce à nos oreilles. Car oui, parler aussi est jouissif. Que ce soit dans la forme, jouer avec la sonorité des mots, des intonations, ou dans le fond, persuader, argumenter, céder, consentir, convaincre, séduire, rire. Regardez par exemple les rappeurs américains, dans les battles, à tenir leur micro, faire chanter les mots, monter en pression, tenir en haleine, jusqu'à la chute si puissante qu'elle fait exulter le public et se traduit par le fameux drop mic, le lâcher de micro. Il a tout donné et perso, j'y vois une belle métaphore de la relation sexuelle, celle qui va jusqu'à l'orgasme. Finalement, ce que les psychanalystes nomment sexuel, c'est l'ensemble de ces interactions, plaisantes et déplaisantes, honteuses ou jubilatoires, coupables ou assumées. Ok, donc le fait d'avoir tout le temps quelque chose à la bouche, de collectionner les pièces jaunes de manière complètement obsessionnelle, ou cette métaphore de la relation sexuelle dans les battles de rappeurs, finalement tout ça, c'est une manière de faire vivre le sexuel, mais sans le sexe, en gros, de le rendre acceptable pour le reste du monde. Oui, le rendre acceptable. D'ailleurs, plus ou moins. Je vous donne un exemple. C'est comme ça qu'enfant, je me suis retrouvée à me curer le nez en permanence, et je vous explique comment c'est arrivé. Bon. La chose sexuelle est introduite avec les premiers interdits. Et il y en a un qu'on connaît assez bien. On ne se masturbe pas en public. Pourtant, les mômes touchent constamment à leur sexe et il y a toujours un moment où on finit par leur dire que ça ne se fait pas. Je me souviens d'une année en primaire où je me touchais très fréquemment. Toujours une main entre les jambes. Ce n'était pas de la masturbation à proprement parler. Je me souviens pas d'un plaisir, mais plutôt d'une excitation qui me gênait et j'avais sans doute dans l'idée de la contenir en posant ma main en permanence sur mon vagin. Résultat, tous les adultes me disaient que ça ne se faisait pas, rien de méchant ou de traumatisant. Je crois même que la maîtresse m'en avait parlé. Et c'est à ce moment-là que l'adulte introduit l'idée de sexuel, pour que je puisse vivre en société. En fait, pour partager l'espace social sereinement, il fallait que j'arrête de me frotter partout. C'est rien, me direz-vous, et pourtant. Résultat, à la place de me toucher, je me curais le nez en permanence. Bon dérivatif du vagin.
Ça énervait aussi les adultes, mais il n'y avait plus cette lueur bizarre dans leurs yeux. Merci pour ces explications, Mardi Noir. Merci aussi de retirer ces doigts de votre nez. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ça tourne pas rond. Si vous avez des questions à adresser à Mardi Noir, vous pouvez écrire à mardi.noir@slate.fr. Retrouvez Ça tourne pas rond à l'écrit chaque jeudi sur slate.fr et en podcast chaque mardi sur Slate Audio ou sur votre plateforme de podcast préférée. Ça tourne pas rond est un podcast de Mardi Noir, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et de Benjamin Septem-Ours. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez. Prise de son Benjamin Septem-Ours. Musique Sable Blanc.